Bonsoir à tout le monde. Je vous présente la correction de ces questions de chirurgie qui vous a été donnée, ont été données par Excellence Academy, un groupe bilingue par excellence spécialisé dans l'encadrement, l'orientation et la préparation du concours de résidenat au Cameroun et à l'étranger. Les instructions. Chaque question ou affirmation incomplète ci-dessous est suivie de plusieurs réponses ou complétions. Sélectionnez la proposition qui répond le mieux à la question ou complète le mieux l'affirmation. Première question. L'occlusion du sujet âgé fait penser aux étiologies suivantes, sauf une. Laquelle? A. L'occlusion colique sur cancer. B. La maladie de Hirschsprung, aussi appelée mégacolon. C. L'occlusion du grêle par ileus biliaire. D. Le syndrome d'Ogilvie. Ça, c'est mal écrit. Ça devait être le syndrome d'Ogilvie. E. La pseudo-obstruction colique par un fécalon. La meilleure réponse ici, c'est le B. Pourquoi? Parce que l'occlusion intestinale chez le sujet âgé est généralement causée par des pathologies acquises, alors que la maladie de Hirschsprung est une affection congénitale due à l'absence de cellules ganglionnaires dans le plexus méentérique. Cette pathologie se manifeste dès l'enfance et est rarement diagnostiquée chez les personnes âgées. Les autres options que nous voyons ici sont des causes fréquentes d'occlusion intestinale chez le sujet âgé, à savoir l'occlusion colique sur cancer. Ceci est fréquent chez les personnes âgées en raison de la prévalence élevée des cancers colorectaux. L'option C, l'occlusion du grêle par ileus biliaire. Ceci est possible dû à une fistule bilio-digestive et à l'impaction d'un calcul biliaire dans l'intestin. L'option D, le syndrome d'Ogilvie. C'est une pseudo-obstruction colique aiguë fonctionnelle, souvent liée à une pathologie sous-jacente. Et l'option E est également possible, la pseudo-obstruction colique par un fécalome, et c'est fréquent chez les personnes âgées souffrant de constipation chronique. Donc la meilleure réponse là-bas, c'est le B. Ce n'est pas une cause qu'on peut évoquer comme cause, être à l'origine d'une occlusion intestinale du sujet âgé. Question numéro 2. Laquelle des affirmations suivantes est vraie concernant les patients présentant une hémorragie gastro-intestinale haute? A. Le point de saignement est fréquemment situé au-delà du ligament de Treitz. B. Les lésions angiodysplasiques sont la cause la plus fréquente. C. Les patients se présentent toujours avec une hématémèse. D. L'endoscopie diagnostique est mieux faite dans les 24 premières heures. E. L'angiographie mésentérique sélective est l'étape clé du diagnostic. Ici, la bonne réponse, bien évidemment, c'est le D. L'endoscopie digestive haute est l'examen de référence pour le diagnostic et la prise en charge de l'hémorragie digestive haute. Elle doit être réalisée dans les 24 premières heures pour identifier la source du saignement et, si nécessaire, effectuer un traitement endoscopique. L'option A. Le point de saignement est fréquemment situé au-delà du ligament de Treitz. Ça, c'est faux. Une hémorragie digestive haute est définie comme un saignement situé en amont du ligament de Treitz, c'est-à-dire soit au niveau de l'œsophage, l'estomac ou bien le duodénum. Et puis l'option B, les lésions angiodysplasiques sont la cause la plus fréquente. Ça, c'est également faux. Les causes les plus fréquentes sont l'ulcère gastro-duodénal et la rupture des varices œsophagiennes chez les patients cirrhotiques. L'option C, les patients se présentent toujours avec une hématémèse. Ça, c'est faux. L'hémorragie digestive haute peut aussi se manifester par un méléna sans hématémèse. L'option E,
L'angiographie mésentérique sélective est l'étape clé du diagnostic. Ça, c'est faux. L'angiographie n'est utilisée que dans les cas de saignement actif sévère, non accessible à l'endoscopie ou pour une embolisation thérapeutique. Question numéro 3. Laquelle des propositions suivantes est en rapport avec la maladie ulcéreuse peptique? A. Les ulcères sont détectés de façon fiable par un transit baryté. B. La sténose du pylore est la complication la moins fréquente. C. La chirurgie programmée est habituellement nécessaire ou requise. D. Une procédure de drainage n'est pas toujours nécessaire après vagotomie troncale. E. La mise en évidence radiologique des gaz sous-diaphragmatiques est toujours présente après perforation d'un ulcère peptique. La bonne réponse ici, par analyse, c'est la réponse D. La vagotomie troncale, qui consiste en une section complète du nerf vague, ça réduit l'acidité gastrique en diminuant la stimulation par l'acétylcholine. Cependant, elle entraîne un ralentissement du vidage gastrique, ce qui peut nécessiter un drainage chirurgical, notamment par pyloroplastie ou gastro-entérostomie. Toutefois, ce drainage n'est pas toujours nécessaire, notamment si des techniques modernes comme la vagotomie sélective sont utilisées. L'option A nous dit les ulcères sont détectés de façon fiable par un transit baryté. Ça, c'est faux. Bien que le transit baryté puisse détecter certains ulcères, l'endoscopie digestive haute est plus fiable pour le diagnostic et permet également de faire les biopsies. Proposition B, la sténose du pylore est la complication la moins fréquente. Ça, c'est faux. La sténose pylorique peut survenir dans les formes chroniques de la maladie, mais la complication la moins fréquente, c'est plutôt la fistule gastro-duodénale. Proposition C, la chirurgie programmée est habituellement nécessaire ou requise. Ça, c'est faux. Le traitement de première intention repose sur les inhibiteurs de la pompe à protons et l'éradication de Helicobacter pylori si présente. La chirurgie est réservée aux complications graves, à savoir perforation, hémorragie massive ou obstruction sévère. L'option E, la mise en évidence radiologique des gaz sous-diaphragmatiques est toujours présente après perforation d'un ulcère peptique. Ça, c'est faux. L'air sous-diaphragmatique est un signe classique de perforation, mais il n'est pas toujours visible, surtout si la perforation est contenue ou si le patient a un état général altéré, par exemple en cas d'immunodépression. Question numéro 4. Un patient diabétique de 48 ans a été admis avec acidocétose diabétique. À l'examen, il existe une masse fluctuante érythémateuse sur un petit ulcère au niveau du pied gauche, probablement la cause de son acidocétose diabétique. Quelle est la meilleure prise en charge initiale après la réanimation du patient? A. L'échographie à la recherche d'une collection. B. Un scanner pour évaluer les os et rechercher une collection. C. La demande d'une consultation chirurgicale en vue d'une intervention chirurgicale. D. L'angiographie par résonance magnétique pour évaluer les tissus mous. E. La radiographie du pied pour rechercher une ostéomyélite. Donc, logiquement, nous voyons que la meilleure réponse ici, c'est le C. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce patient diabétique présente une acidocétose diabétique, probablement déclenchée par une infection sévère d'un pied diabétique, avec suspicion d'un abcès, avec comme argument en faveur la masse fluctuante érythémateuse. Dans ce contexte, une prise en charge chirurgicale urgente est nécessaire pour drainer la collection et prévenir une progression vers une infection plus grave, à savoir fasciite nécrosante ou septicémie. L'option A nous parle de l'échographie à la recherche d'une collection.
Ceci n'est pas prioritaire, bien qu'une échographie puisse détecter une collection liquidienne, elle ne remplace pas l'exploration chirurgicale en cas de suspicion d'infection sévère. Option B, un scanner pour évaluer les os et rechercher une collection. Ceci est également non prioritaire. Un scanner peut être utile pour détecter une ostéomyélite ou une collection profonde, mais il ne doit pas retarder un drainage chirurgical urgent. L'option D, l'angiographie par résonance magnétique pour évaluer les tissus mous. Non appropriée en urgence. Elle est plus utile pour évaluer la vascularisation dans un contexte d'ischémie critique du pied diabétique, ce qui n'est pas la priorité immédiate ici. L'option E, la radiographie du pied pour rechercher une ostéomyélite. Ceci est non prioritaire, bien que l'ostéomyélite soit une complication fréquente du pied diabétique. La prise en charge initiale repose sur un drainage chirurgical et des antibiotiques. La radiographie peut être effectuée. Question numéro 5. Un homme de 45 ans se présente aux urgences avec une histoire de vomissement couleur café. Il rapporte aussi que depuis 2 jours, ses selles sont apparues plus noires que d'habitude. Laquelle parmi les propositions suivantes donne l'indication la plus sensible de la sévérité de son hémorragie gastro-intestinale? A. Le taux d'hémoglobine. B. La pression artérielle systolique. C. La fréquence du pouls. D. Le volume du vomissement bas méléna. E. La pression artérielle en position couchée et debout. La bonne réponse, bien évidemment ici, c'est la proposition E. La pression artérielle en position couchée et debout. Donc, nous devons savoir que la meilleure indication de la sévérité d'une hémorragie gastro-intestinale aiguë est la présence d'une hypotension orthostatique qui reflète une hypovolémie significative, une diminution de la pression artérielle systolique de plus de supérieur ou égal à 20 mm de mercure ou une augmentation du pouls supérieur ou égal à 30 pulsations par minute en position debout par rapport à la position couchée indique une perte sanguine de moins 15 à 20% du volume sanguin total. En ce qui concerne le taux d'hémoglobine, c'est peu fiable en phase aiguë car l'hémoglobine peut rester normale initialement en raison de l'hémoconcentration. Elle ne diminue qu'après expansion volumique avec des fluides. Proposition B, la pression artérielle systolique. C'est utile, mais moins sensible, car la pression artérielle peut être maintenue par des mécanismes compensateurs, notamment la vasoconstriction, jusqu'à une perte sanguine significative. Proposition C, la fréquence du pouls. C'est un indicateur utile, mais l'hypovolémie peut être compensée par le tonus sympathique, retardant l'augmentation du pouls. Proposition D, le volume du vomissement bas méléna. C'est non fiable car la gravité d'une hémorragie digestive ne dépend pas uniquement du volume visible des vomissements ou du méléna, mais aussi de la perfusion tissulaire et de la réponse hémodynamique. Ainsi, la mesure de la pression artérielle en position couchée et debout reste la méthode la plus sensible pour évaluer la sévérité d'une hémorragie gastro-intestinale. Donc, voici ce que je peux vous donner comme proposition de correction pour ces questions de chirurgie. Donc, comme on dit toujours en anglais, education has bitter roots, but its fruits are sweeter than honey. Toujours chérir son éducation. Je vous remercie.